Allô la planète, c'est vous. Et ça marche. Vos voyages. Et ça marche là, c'est bon, c'est parti Stéphane, bonjour tout le monde, bienvenue. Deuxième numéro d'Allô la planète dans sa version Allô la planète web radio montée non pas par moi, mais par Stéphane qui est là à côté et qui s'agite dans tous les sens pour que cette radio existe. Alors on va faire une émission aujourd'hui d'1 heure à peu près comme d'habitude. C'est aussi pour vous pousser, pour vous remuer à mettre un petit peu de sous dans le Kiss Kiss Bank Bank qu'a monté Stéphane. Stéphane, faut que tu parles un peu là, viens, prends le micro là de Jérôme. Bonjour. Bonjour. C'est à cause de Stéphane ou grâce à Stéphane que tout ça a lieu, que la radio existe, il a monté tout ça avec ses petites mains musclées. Mais ça coûte un peu d'argent quand même. Mon cher Stéphane, le Kiss Kiss Bank Bank, vas-y. Les Kiss Kiss Bank Bank pour financer tout ce qui est serveur, logiciel pour écouter la radio, les serveurs, la table son qui permet de vous mettre en relation et de mettre tout à l'heure en relation les auditeurs qui sont à l'autre bout du monde. Voilà, c'est un... Tous les frais, les petits frais qui traînent à droite à gauche, sans faire de salaire, sans gagner d'argent, sans rien, il y a quand même un peu de sous. Et ça représente grosso modo 4 000 € par an, Oui. Pour être tout à fait transparent. Ce qui nous fait, j'aime bien dire ce mot transparent, c'est très, très tendance. Ça nous fait 8 000 € pour tenir 2 ans sans gagner de sous et juste faire exister le bousin. C'est ça dont on a besoin. Là, C'est ça. Enfin, dont tu as besoin. Moi, Oui, si, pour toi aussi, Eric. Si. Parce qu'on est tous j'ai là rien à aussi. voir parce là-dedans, que... j'ai rien à voir là-dedans. Oui, c'est ce qu'il dit, mais on veut tous que Eric et l'ange reviennent sur Allô la planète. L'idée de la radio, grosso modo, on part de l'idée d'Allô la planète telle que vous l'avez connue pendant toutes ces années où je discutais avec des auditeurs dans le monde entier. Là, cette fois, l'idée, c'est de dire aux auditeurs qui sont dans le monde entier ou qui en reviennent ou qui s'y intéressent tout simplement, de venir alimenter cette antenne en programme que vous faites vous-même, alors très pro, pas pro, semi-pro, totalement amateur, 2 minutes de longueur, 3 minutes, 2 heures, 10 heures, on s'en fout. L'important, c'est que vous envoyiez des sons à Stéphane. Et on a pu faire cette semaine une grille de programmation avec 9 voire 10 podcasts par jour. Donc il y a déjà 10 auditeurs qui ont envoyé des podcasts. C'est ça. Bah voilà, tu vois, ça marche. Mais c'est tout un travail en amont où j'ai discuté, où je discute pas mal avec les voyageurs, enfin ceux qui font du podcast ou ceux qui aimeraient en faire. On reçoit des podcasts, on en aura d'autres la semaine prochaine. Certains en font pour la radio, exclusivement pour la radio. Donc voilà, et c'est vraiment chouette, ça prend. Maintenant, il faut plus que... Voilà, on va faire une banque à podcasts de gens passionnés par le monde. J'arrête de dire voyageurs parce que, en fait, c'est juste des gens qui ont envie d'aller voir le monde, qui y vont pas, qui en parlent. Voilà, on n'a pas de... comme on dit souvent, hein, le voyage, ça commence à partir du moment où tu sors de chez toi. Est-ce que vous vous souvenez de cet auditeur qui un jour avait fait un voyage c'était une semaine uniquement dans sa rue? S'il nous entend, qu'il nous rappelle, il a écrit un bouquin là-dessus. C'était un gars qui habitait, je crois, à Strasbourg, et il avait eu dans l'idée, il s'était dit, mais finalement, est-ce que le voyage, c'est la distance qui compte ou juste l'état d'esprit? Et il avait fait l'expérience, donc il s'est dit, je vais passer 10 jours dans ma rue, uniquement une petite rue, sans rentrer chez moi et en me conduisant comme un voyageur. Donc du coup, il demandait aux gens s'ils pouvaient l'héberger, il allait bouffer le soir dans les trucs et tout. Et il a fait un petit bouquin, et en fait, il a fait un vrai voyage d'une semaine, uniquement dans sa rue. Tout ça pour vous dire qu'on s'en fout que vous alliez à l'autre bout du monde ou en bas. L'important, c'est de s'intéresser à ce qu'il y a autour de nous. Exactement. J'ai bien dit tout ça. Ouais, hein. Donc voilà, vous envoyez des podcasts, là vous envoyez un petit peu de sous, 1 €, 10 €. Alors, si le milliardaire qu'on recherche depuis toujours nous écoute, il peut mettre un petit million et ça ira très bien. Mais sinon, voilà, c'est combien les dons? Faut donner combien? Alors, à partir de 5 €, 5 €, voilà. jusqu'à ce que les gens peuvent ou veulent. On a atteint 17% ou 18%. Ah non, c'est pas assez, là, 17%. Il faut donner des sous, monsieur, dame. Oui, voilà. S'il vous plaît. Voilà. Et puis après, on verra comment on organise tout ça pour faire vivre. En tout cas, pour cette émission, tout à l'heure, on va essayer d'être à l'antenne avec... qui l'a booké, Stéphanie? Mathieu, qui est en tour du monde et qui nous attend en Bulgarie. Guillaume habite à Taïwan. Candy revient du Népal où elle a fait un documentaire à propos notamment de l'impact du tourisme de masse. Luc et Lucinda sur un bateau quelque part vers Madère, c'est ça tu m'as dit? Si ça marche. Nathan, lui, revient d'une balade à vélo de 5 ans. Il veut parler de la Bolivie. Et puis autour de cette table, ici, dans la Bibliothèque Sans Frontières, qui est un copain de Stéphane qui tient cet endroit, Bibliothèque Sans Frontières. C'est le lobby ardéchois dont on a profité, qui nous permet d'être là.
Il nous a accueillis ici puisqu'on savait pas où aller. Et on est donc à Montreuil, à côté de Paris, à la Bibliothèque Sans Frontières. Sont venus Cécile. Bonjour Cécile. Parle bien dans le micro. Bonjour, ça va Cécile? Oui, Et Cécile qui fait du podcast justement. Oui. Et qui revient d'un voyage où ton dernier, c'était où? C'était en Russie. En Russie. Ouais. Je voudrais juste, je vous coupe la parole, mais je voudrais juste mettre le début du podcast de. Attends, tout ça est maîtrisé. T'as l'impression Pardon. que c'est le souk dans mon cerveau, mais tout ça est tenu. Michel est là aussi. Michel qui a une passion pour les glaçons. Ouais, on peut dire ça comme Voilà. ça. Donc il a fait 40 voyages, Des glaçons, mais pas dans le pastis. 39 voyages. 41. Bon, alors t'es allé où? Vas-y, j'arrête d'essayer de deviner. On va aller vers le dernier. Le dernier, c'est la Mongolie, avec les aiguillés kazakhs de l'Altaï mongol. Donc ça, c'est le 41e. C'est le 40e. Le 41e, c'était cool. C'était en Islande, Ah bah cool. par juste -10, -15 pour le Nouvel An. Et les 39 avant? Beaucoup le Canada, beaucoup les ours polaires. Ouais. La Russie aussi, les petits peuples. Donc mon credo, c'est les glaces, les bêtes, les hommes. Donc les hommes, c'est les nomades. Quand tu dis, tout à l'heure, on s'est parlé du minute, tu m'as dit, j'étais une quarantaine de fois au pôle Nord. Quand tu dis pôle Nord, c'est quoi? Tu démarres où? Je suis pas allé au pôle Nord. Non, je suis allé dans l'Arctique. Dans l'Arctique. Donc Voilà. autour de l'océan glacial arctique. Il n'y a pas beaucoup de pays finalement. Il y a l'Alaska, il y a les États-Unis avec l'Alaska, Ouais. le Canada, le Groenland. La Russie, non? La Russie, on y vient. Ouais, le Svalbard, qui est un chapelet d'îles qui appartient à la Norvège. Et puis la Russie. Voilà. Puis on retourne en Alaska. Après. Et ton truc, toi, c'est ces paysages-là, ces lieux-là, ces Ouais. gens-là. C'est le froid, c'est les glaces, la beauté éphémère. Et tu es photographe. La faune. Voilà. Oui, C'est- je suis donc photographe. à chaque fois que tu vas là-bas, c'est pour ton boulot. C'est plus un boulot, c'est un plaisir de. Enfin, oui, Ouais, c'est ouais, qu'un ouais, non, boulot. mais ça- J'ai gagné ma vie. Voilà, j'ai Voilà. vécu grâce à la photographie. Tu fais depuis- partie de ces gens, c'est ce que j'essaye d'expliquer à mes enfants tout le temps. Trouvez-vous une passion, trouvez un moyen de gagner des sous avec votre passion et vous ne travaillerez jamais. Et Voilà. c'est un peu ça. Voilà. Donc C'est beaucoup ça. tu travailles puisque tu pars là-bas faire des photos Mm. et avec ces photos tu vis et en même temps c'est le kiff quoi. Ouais. La rencontre, le partage. On y reviendra. Et puis alors le coup d'aller tout le temps dans le Nord, bon à chaque fois ça me. On avait des auditeurs comme ça qui avaient monté un club, le club des gens qui aiment le froid. Tu te rappelles pas comment ils s'appelaient? Ils étaient une dizaine, mais ils doivent toujours exister. Hein. Ils sont une dizaine. Je te retrouverai les coordonnées. Ah, je veux bien. Ouais, ouais. C'est un petit groupe de voyageurs. Ils revenaient souvent dans Allô la planète. Et alors ils font que des voyages là où ça caille. Ils vont alors voilà Islande, nord du Canada. Allez, c'est leur kiff total. Ouais, -50, super. Vraiment. Tu fais partie de cette bande de cinglés. Ouais. Enfin, de personnes qui ont un goût particulier pour les endroits où il fait froid. Le froid conserve. Ouais, je sais pas. Regarde, j'ai 78 ans. T'as 78 ans? Presque, non. Ah ouais. 10 de moins. Ah bah voilà, il triche en plus. Jérôme est avec nous aussi. Jérôme, donc toi... Ah oui, Jérôme, il a une passion, l'Argentine. Oui. Voilà, Exactement. bonsoir Jérôme. Bonsoir. Pardon. Or donc, t'en reviens là? En fait, la dernière fois que je suis allé, c'était en septembre. D'accord. Et comment t'es arrivé là-bas la première fois? Par hasard? Pas vraiment. En fait, quand Michel parlait de rencontre, c'est carrément ça. Détends-toi, ça va aller, tout va bien. Pour mon travail, j'ai rencontré une Argentine qui m'a laissé son email. Et voilà. Ah bah, de toute façon, il y a soit un boulot, soit une femme dans ces histoires-là. Mais on s'en a repris contact et puis on s'est revus sur Paris. Il y avait son mari, sa sœur. Et puis on a commencé à prendre un verre sur les grands boulevards. Et puis à ce moment-là, ils m'ont parlé de Pampa. Ils m'ont parlé de Boca. Ils m'ont parlé de Ushuaia. Enfin, tous ces... Pour moi, je voyais plus les rues parisiennes, je voyais plus la banlieue. Je voyais tout ça. Et puis je me suis dit, bon, ça c'était à la fin de l'année 2012. Je me suis dit, je vais commencer mon année sabbatique par un voyage en Argentine. Et puis je suis arrivé là-bas, ils m'attendaient à l'aéroport. Et puis à ce moment-là, c'est là qu'a commencé le voyage. Ushuaia, Puerto Madryn, San Rafael. Et t'as craqué pour cet endroit. Et puis pour le pays, parce que c'est un pays fantastique. Pour les gens, pour les grands espaces, pour tout ça. Puis maintenant, j'ai l'Argentine dans les veines, quoi. Je me sens un peu argentin. C'est bizarre, je sais pas si ça vous a déjà fait ça les uns ou les autres. T'arrives dans des endroits que tu connais pas et tu te sens à l'aise tout de suite. Hein, c'est ça qui t'est arrivé. T'arrives en Argentine, tu te dis bon je suis chez moi ici. Ouais, puis ça va plus loin que ça parce que on avait fait dans la cordillère, on avait fait une balade avec des lamas. Alors faire une balade avec des lamas, c'est pas tous les jours. Et puis
on a discuté avec l'éleveur de lama. Et puis il m'a parlé de Pachamama. Et pour lui, c'est sa religion. Et en fait, j'étais beaucoup plus proche de celle-ci que de la mienne, finalement. Oui, t'es parti, toi. Ouais. Non, mais il n'y avait pas que ça, quoi. C'était pas que ça, mais c'était vraiment le rapport avec la terre, le rapport avec les gens et finalement le retour à l'essentiel. Finalement, c'était aussi ça. C'était aussi ça. Puis quand on est face à des paysages comme ça, avec des gens sympas, c'est le kiff, quoi. Vous verriez les yeux, quoi. Il parle, il est tout illuminé. L'Argentine, rendez-moi l'Argentine. Est-ce que Mathieu est avec nous, Stéphane? Allô, Mathieu? Allô, bonsoir. Non, Mathieu. Mathieu une fois, Bonsoir. Mathieu deux fois. Oui. Vas-y, réessaye, Stéphane. Allô. Ah oui, j'entends quelque chose loin, là. T'as pas appuyé sur le bon bouton, Stéphane. Allô. Mathieu? Oui. Ah, tu vois, on l'entend, je sais pas où, dans ton téléphone. Ah, vous l'entendez? Ouais. D'accord, moi je l'entends pas. Mathieu, tu m'entends? Oui, je vous entends. Ouais. Attends, quitte pas, je change de casque, je sais pas pourquoi. Hop là, Très bougez bien. pas, personne ne bouge. Hop là. Allô, Mathieu? Allô. Oui, Bonsoir. oui, ça y est, je t'entends. Ça va, Mathieu? Oui, ça va super. On s'est déjà parlé dans l'émission? Non, pas encore, non. Pas encore. T'es où là, Mathieu? Là, je suis actuellement en Bulgarie, dans une ferme d'autruches. Redis-moi cette phrase. Travailler pour Attends. encore une semaine. Attends, redis-moi cette phrase. T'es où, Mathieu? Je suis en Bulgarie, dans un petit village où je travaille pour une ferme pour les autruches. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se fait qu'il y ait une ferme d'autruches en Bulgarie? Voilà. Est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu sais pourquoi ça t'a pas étonné, toi, d'arriver dans une ferme d'autruches en Bulgarie? T'as pas trouvé ça bizarre? Si, totalement, Ouais. totalement. Et surtout que les propriétaires sont deux Anglais. Le patron, lui, était dans les finances à Londres et il a changé totalement de vie pour venir s'installer en Bulgarie et ouvrir une ferme d'autruches. Ça a été assez fou. Mais où est-ce que j'aurais pu entendre parler de personnages comme ça, le gars qui est dans la finance à Londres, qui lâche tout pour élever des autruches en Bulgarie? Mais le détail en plus en Bulgarie est fort. Ouais. Bon. Et comment t'es arrivé là-dedans, toi? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie pour que tu travailles dans une ferme d'autruches en Bulgarie? À vrai dire, j'étais dans une ville la semaine dernière et j'ai pas vraiment de plan précis pour la suite de mon voyage, donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit job en volontariat dans le coin et en cherchant sur les sites, sur les plateformes comme Helpix ou Workaway, j'ai trouvé cette ferme. Mais tu dis que t'es en route. C'est quoi, t'es en train de voyager? Enfin, tu fais quoi comme voyage là? Voilà, moi je suis parti donc de France en autostop pour rejoindre mon premier objectif, c'est la Turquie. Donc j'ai été traverser donc l'Italie, Slovénie, Croatie, Serbie et Bulgarie. Et voilà, donc là je m'approche tout doucement de la Turquie. Donc j'ai encore une semaine ici à la ferme et ensuite je m'approche de la Turquie. Mais t'es sur un voyage sans vraiment de destination et sans timing sans vraiment de destination, j'ai une idée d'itinéraire. Même après c'est flexible et au niveau planning et tout ça, c'est très flexible. Je sais pas quand est-ce que je rentre encore. Tout dépend de beaucoup de choses, des opportunités que j'aurai, du travail si j'en trouve, etc. Ah oui, mais t'as un métier ou quelque chose comme ça? Ouais, j'ai un métier, je suis barista, mais l'avantage c'est que je suis hyper flexible là-dessus. Barista, je travaille dans le monde du café. Ça veut dire quoi non, c'est quoi être barista? Qu'est-ce qu'on fait quand on est barista? On est barman. Tu fais tes spécialistes du café dans les bars. Voilà. Tu es l'anti-Starbucks. Tu es le gars qui fait du vrai café. Voilà, c'est ça, ouais. Tu peux trouver. Du coup, tu peux trouver du boulot partout dans le monde. La preuve, tu élèves des autruches en Bulgarie, ce qui prouve bien que barista, ça vous permet de bosser partout. Exactement. Et t'as tout plaqué un beau matin et tu t'es dit je pars et je verrai ce qui se passe. Oui, en fait, j'avais déjà fait ça il y a une paire d'années, mais bon, en fait, j'ai une vie un peu. Avant, je suis carrossier peintre de formation.
Puis du jour au lendemain, c'est là que j'ai tout claqué et je suis parti faire un tour du monde. Donc je suis revenu il y a 3 ans de ça. Et de là, ça a changé totalement ma vie et j'ai voulu faire des formations pour trouver un métier qui me permette de voyager et en même temps de travailler à l'étranger. Et c'est là que je me suis tourné dans le monde du bar, de la restauration et tout ça. Donc après, je me suis focalisé sur le côté barista, café et tout, parce que ça me plaisait vraiment. J'adore cette logique où j'ai fait un apprentissage, tout ça, pour travailler dans les bars, et maintenant je m'occupe des Autriches en Bulgarie. Ouais, ça n'a pas de sens. Mais c'est bien. Mais j'aime bien aussi. C'est cool. Alors juste, quand même, qu'est-ce que tu fais pour les autruches? Enfin, le matin, tu te lèves, non, on va pas traire les autruches. Ouais, bon, c'est la routine. On va traire les autruches. On va donner à manger. On donne à manger, on leur donne à boire, on récolte les œufs. Et puis c'est tout, hein. Il n'y a pas grand-chose à faire. Ils gagnent leurs sous avec quoi? Des vaches d'autruche avec les œufs? Avec les œufs, quelques produits qu'ils font avec la viande. Après, ils ont quelques canards, quelques volailles en plus. Ah ouais, principalement, c'est avec les œufs, principalement. C'est pas un World Business, c'est pas un World Business Company. Il roule pas. Heureusement qu'il était dans la finance avant, le monsieur, parce que ça doit. Ouais, c'est ça. Marc, t'as déjà mangé? Oui, t'en as mangé la viande d'autruche, j'ai déjà goûté. C'est très bien. Ouais, j'ai déjà mangé. C'est un peu sécos, hein, mais voilà, c'est très light comme viande. Il n'y a pas de cholestérol, rien. C'est recommandé par les nutritionnistes. Après, bon. C'est horrible, j'étais en train d'imaginer l'égorgement de l'autruche, c'est affreux. Après, on le fait pas ici. Après, je sais pas comment. À quel niveau on coupe Est-ce qu'on coupe proche de la tête ou proche du corps? C'est horrible. Bon, écoute, cher ami, bravo. Et alors, tu poursuis, là, tu restes une semaine et après en Turquie? Voilà, en Turquie. Normalement, je continuerai vers l'Iran, Ouzbékistan, Kirghizistan, c'est l'idée. Donc après c'est parti. Voilà. Après on verra la Chine et tout ça. Ouais. Au bout de toute façon, il y a la Chine à un moment. Voilà. Ouais, il y a la Chine et je pense essayer de rejoindre l'Inde. La Chine, j'avais déjà fait une partie. Bon, pourquoi pas, je vais devoir sûrement y repasser de façon pour rejoindre l'Inde. Donc, c'est bien. Te voilà parti sur les routes. On se rappelle, on se tient au courant. T'enregistres des trucs de temps en temps avec un téléphone? Non, j'enregistre pas grand-chose, mais ouais. Bon. À l'occasion, envoie-nous quelque chose, envoie des sons pour la radio. Ouais, carrément. Hein. Ça marche. Et puis on reste en contact. Enfin, Stéphane te rappellera. Très bien, ça marche. Si le projet survit. Merci beaucoup. Salut. Allez. Salut Mathieu, bonne route. Bonne ciao. N'oubliez pas de donner des sous au Kiss Bank de Stéphane, sinon on ne pourra pas continuer. Cécile, donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Un matin, t'es parti, tu t'es dit je vais faire du voyage et des podcasts. Voilà, explique-nous un peu comment tout ça est arrivé. En fait, mon podcast, j'enregistre d'autres gens. J'enregistre le voyage de d'autres gens. J'enregistre pas les miens, ouais. Donc tu rencontres des voyageurs. Voilà, exactement. Rapproche-toi bien du micro, parce qu'il y a de l'écho ici, tout ça. Oula. Tu rencontres d'autres voyageurs. Voilà, c'est ça. Mais alors, ça a commencé comment? Au départ, t'as voyagé, après tu t'es dit je rencontre des gens, ou c'est l'inverse? Non, oui, j'ai commencé forcément par voyager, puis après j'ai découvert le podcast bien longtemps après avoir commencé à voyager, puis je sais pas, au bout d'un moment je me suis dit pourquoi pas en faire un justement. Sur le voyage, je trouve ça intéressant d'entendre des gens raconter leurs expériences. Donc, la Russie, t'étais quand en Russie? La Russie, là c'était au Nouvel An. T'as passé le Nouvel An, hein? Où ça? Ouais. Où ça? Dans un village paumé juste avant la Sibérie. Vladimir Poutine à minuit, tout ça, la totale. C'était comment alors? Attends, un village paumé au fin fond de la Sibérie. C'est juste avant l'Oral, ouais. Si on fait pas, tiens, il y a Michel là qui tout de suite dit là je connais, là ça y est, c'est mon territoire. Il y a de la neige, il y a des ours. J'attends le nom du village ou de la petite ville à côté, quoi. Le nom du village? C'est près de Perm en fait, c'est genre 100 bornes de Perm. Perm, ça te parle Perm? Pas du tout. Voilà. Perm-les-Fontaines. On est loin, on est très loin vers le nord, on est où? Ah non, on est à peu près au milieu de la Russie, mais plutôt vraiment très très à l'est, quoi. Et quand tu dis un village paumé, c'est quoi? C'est 3 isbas au milieu de la forêt avec des ours ou... Non, il y en a un peu loin plus de 3, mais bon, non, ils sont pas paumé, super nombreux, quoi. Ouais, non, c'est petit, ouais. Mais qu'est-ce que tu faisais là-bas? Parce que j'ai un pote qui a eu la bonne idée de se marier avec une petite Russe qui venait de là-bas, donc... Il s'est installé là-bas? Non, pour le coup, c'est elle qui s'est installée en France. Je crois qu'elle en avait un peu marre du froid, elle aussi. Ouais. Ah, et du coup, t'en as profité, la famille? Du coup, ils voulaient faire une cérémonie pour leur mariage, du coup, là-bas, et
on a profité pour aller faire Alors, un petit tour. t'as ton impression, enfin, c'est comment? Enfin, dis-moi. Moi, je vois ça avec des forêts de pins et de bouleaux, des ours, des loups et des gens avec Les des ours, gros chapeaux. heureusement, on les appelle Les oui, ours dorment en hiver. Oui, merci, monsieur, de me corriger. Bah oui, bien sûr. Oui, c'est vrai. Oui. Non, alors, ça ressemble à quoi? Bah, en fait, c'est plein de petites maisons, même presque des cabanes, en fait. Enfin, il y en a beaucoup qui sont en bois quand même. Et puis, là, en plus, c'était vraiment la saison des neiges. Donc, il y avait beaucoup il y avait pas mal de neige. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant parce qu'ils vivent du coup carrément en fonction de ça. Ils vivent de quoi là-bas? Lui, il est constructeur, le père de sa Il famille. y a quoi là-bas? Il n'y a pas d'agriculture, il y a pas de. Pas à cette période-là, non, en y a tout rien, cas. ouais. Non, ils mangent beaucoup de viande, il y a de l'élevage. Et puis, beaucoup d'élevage et de la construction. Je pense qu'ils vivent pas mal du bois aussi. Enfin, voilà. Tu te sens bien dans un autre monde quand tu es là-bas, j'imagine. Ah ouais, ça te dépayse, ça c'est sûr qu'il n'y a rien à voir. Puis en plus, on était les seuls touristes, les seuls Français qu'ils avaient vus depuis, à part mon pote, depuis. Personne va là-bas. Ils se sentent coupés du monde, eux? T'as eu l'impression ou pas? Oui. Non. Parle bien dans le micro, s'il te Moi, je plaît. les sentais vraiment très, très heureux dans leur vie, très droits dans leurs bottes, vraiment. Non, je disais pas de heureux ou pas, oui, bien sûr. Ouais. Mais toi-même, tu dois te sentir coupé du reste de l'univers quand tu es là-bas. Eux, non? Non, j'ai Non. pas ressenti ça. En fait, je les sentais bien chez eux, bien dans leur. Tout va bien. Dans leur vie, et donc du coup, avec leur mode de vie aussi, donc du coup, non, j'ai pas senti qu'ils regrettaient peut-être de pas pouvoir aller ailleurs. Comment on arrive là-bas? Train, bus, train? Du coup, on est arrivé à Moscou, on a pris le transsibérien, mais après, t'as un aéroport à Perm, c'est juste que du coup, on s'est dit, autant faire le transsibérien, tester quoi. T'as aimé? Ouais, c'était bien. Ah, c'est une expérience, c'est Ça marrant. doit être c'est un sympa. drôle. C'est marrant de se retrouver dans des coins comme ça, où tu t'irais pas pour des vacances, enfin tu vois ce que je veux dire, tu vas pas te Non. reposer à... On sait même pas le nom du bled d'ailleurs, là-bas. Bolshaya Sosnova. Bolshaya Sosnova. Bolshaya. Ouais. Bolshaya Sosnova, voilà. Bolshaya Sosnova, ça sonne bien en plus. Alors c'est là maintenant, mon cher Stéphane, qu'on écoute un extrait d'un podcast de Cécile. Et ça s'appelle comment? Feu de camp. Feu de camp, voilà, Feu de camp. On écoute. La nuit est tombée. C'est ici que vous dormirez ce soir. La tente est montée, les hamacs sont tendus. Le feu est allumé. Un autre visage de la forêt apparaît. Les habitants du jour sont allés se coucher quand ceux de la nuit s'éveillent. Chaque son est plus présent. Le vent au loin, le bruissement des feuilles, le ululement du hibou. Le feu crépite et autour de lui vos compagnons de ce soir. Amis de toujours ou rencontres éphémères, le bivouac est un lieu propice aux confidences et aux histoires. Peut-être que l'un d'eux est musicien et que ses notes résonnent au creux de la nuit. Laissez-vous bercer par la lumière des flammes et la respiration de la nature qui vous entoure. Écoutez les récits de voyage de ces gens. Profitez de l'instant présent, de ce moment si unique. Apprenez, inspirez-vous et surtout partagez. Et bienvenue dans Feu de camp. Pour le premier épisode de Feu de camp, Yves nous emmène voir le monde d'en haut, à 6189 mètres exactement. Cette altitude, c'est celle du sommet de l'Iceland Peak au Népal, souvent décrit par Eric Shipton, un alpiniste spécialiste de l'Himalaya, comme une île au milieu d'un océan de glace, ce qui nous permet d'imaginer l'ampleur du défi. Pour vous donner une idée, le Mont Blanc est à 4809 mètres, tandis que l'Everest, le plus haut sommet du monde, est à 8848 mètres. Merci à lui de venir partager cette aventure avec nous, ainsi que les vidéos qu'il a pu faire sur place. Allez, venez vous asseoir autour du feu. Donc oui, mon nom c'est Yves Violand et ce que je fais, j'ai beaucoup bossé dans le domaine des métiers du sport pendant des années. Puis j'ai envie de dire, c'est ce qui m'a... Bah c'est bien Cécile, c'est bien. Merci beaucoup. Et t'en as fait beaucoup des comme ça? Non, je commence, là je vais sortir le 6e épisode. D'accord, et alors on peut les écouter sur Allô la planète, la radio. Bah moi je leur ai envoyé, donc après je sais pas comment ils ont organisé leur Alors programmation. c'est Stéphane et Marius. Alors Stéphane c'est un être humain, Marius c'est un âne. Donc dans les deux, je pense que c'est Stéphane qui choisit. Hein, Oui, Marius a pas très envie de
de s'y mettre à la technologie, tout ça l'intéresse pas. Oui, en fait, ce que je souhaitais au début, c'est avoir un catalogue de podcasts pour pas être dans l'attente au bout d'un moment. Et du coup, j'ai attendu que chacun de ceux qui nous avaient proposé des podcasts m'en envoie un certain nombre pour pouvoir commencer à les diffuser. Et puis, suite à la première qu'on a fait il y a 10 jours, j'ai commencé à les diffuser un peu plus régulièrement. Donc, la semaine prochaine, on diffusera le numéro 2 de Feu de Camp. De Feu de Camp qui arrive. Essaye donc d'appeler Guillaume à Taïwan, s'il te plaît. Stéphane, merci. Je me retourne vers Michel. Alors, cette passion du Nord. Michel, vas-y, on essaie, on voit où est-ce que ça fait bip, pourquoi ça fait comme ça. Voilà, c'est bon. Alors, allongez-vous dans le sofa, mon cher Michel. Que s'est-il passé dans l'enfance pour déclencher cet amour des pays froids ? Je l'ai compris plus tard, mais à 10 ans, mes parents m'ont emmené à l'Aiguille du Midi. Ah, je dis ça pour rigoler, et en plus, c'est vrai, il y a une vraie histoire d'enfance. Il y a une vraie histoire d'enfance, puis ça va aller chercher dans les générations précédentes. Donc, à 10 ans, mes parents, une mère champenoise catholique, un père juif issu de la Biélorussie, des forêts de Biélorussie par son grand-père et arrière-grand-père, forestier dans les forêts, m'emmènent à l'Aiguille du Midi. Dans leur camion. Mes parents faisaient les marchés en région parisienne et ils avaient un camion bleu, Peugeot, un vieux Peugeot, collector. Je le vois un peu arrondi. Ouais, ouais, exactement, le vois. Bleu pétrole. Ouais, je le vois. Et là, à 3842 mètres, j'ai un choc thermique dans la grotte de glace. Je prends la glace dans mes bras. J'avais déjà un appareil photo sur l'épaule, un Kodak Star Flash Brownie, et puis une paire de jumelles et mes parents à côté. Et puis ils me voient. Je prends la glace dans mes bras et je trouve ça bon, quoi. Voilà. C'est pas une image. Non, c'est vrai. Tu enserres la glace. Ouais, j'enserre la glace. J'enserre la glace. Ça fait 10 ans, c'est ça. 10 ans. Une espèce de coup de cœur. 1960. C'est étonnant, t'as une espèce de coup de cœur comme ça. Complètement. Alors j'ai pas compris pourquoi à ce moment-là. Hein. Je me suis juste dit, putain, c'est bon. C'est froid, c'est vierge. Mais voilà, c'était pas dans le mental, quoi. C'était uniquement dans le ressenti. Voilà, premier choc. C'est marrant parce que je te demandais ça tout à l'heure sous un côté un peu van, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance pour expliquer. Il y a vraiment un truc. Okay. Ouais. Mmh. Donc ce qui expliquerait que depuis maintenant je ne sais combien d'années, d'abord que tu sois. Non, ça s'explique pas le côté photographe. Ça, celui-là, bon bah c'est un. C'est venu tôt. C'est venu tôt aussi. Ouais, 16 ans. Ah bah oui, t'avais déjà le petit Kodak, tu dis. Ouais. J'avais un petit Kodak et puis en revenant du bahut, hein, j'étais au lycée Charlemagne, rue Saint-Antoine à Paris. Et en revenant du bahut, en allant au bahut, je passais devant la boutique d'un photographe qu'on pourrait qualifier de photographe à l'ancienne, voilà, avec des tirages en noir et blanc, des vieux agrandisseurs, des chambres, des appareils photo avec le soufflet. Et je sais pas, ça me fascinait ce truc-là. Donc j'étais captivé jusqu'au moment où un jour, je suis rentré, j'ai passé la porte et je suis allé voir le mec. Il avait sa blouse grise, il était grand, barbu. Voilà, je me souviens de sa physionomie encore maintenant et je suis allé le voir. Je lui ai dit, apprends-moi, montre-moi. Et puis j'y suis retourné régulièrement chez lui. Jusqu'au moment où à 16 ans, j'ai acheté mon premier réflexe. Voilà, un Zénith russe, avec copie des Japonais, avec objectif à vis. Et j'ai commencé à faire du nu, des portraits dans la rue, des clochards. Voilà. C'est marrant ton histoire, on dirait. Tu sais, tu tombes sur le bon personnage. Tu rentres, comme dans un film, comme dans un scénar, quoi. T'arrives et le gars il est sympa en plus et il dit oui. Tu vois, puis il était trop content, quoi, de m'apprendre parce qu'il devait sentir que j'étais gourmand d'apprendre et qu'il m'enseigne et qu'il transmette, voilà, de la transmission. Donc le pic du midi d'un côté avec les parents, la rencontre avec ce monsieur de l'autre, et te voilà photographe et te voilà passionné par les pays du Nord, on va dire, je sais pas comment on dit. Pas encore. Non, c'est venu après, ça, c'est venu bien après. Il y a eu un gap entre 60 et 92, hein, où j'ai traîné en Asie, en Inde, à droite à gauche pour faire de l'image, hein, rencontrer... créer du lien aussi avec les gens, hein. Voilà, de l'Inde au Népal, la route de l'époque. La vraie. La fantasmée, on va dire. Voilà, tu vois, celle dont on raconte la légende. Voilà. Qui est chouette d'ailleurs. Et ça t'a amené tout ça, donc, à tous ces voyages dans le Nord. Qu'est-ce que tu trouves là-bas, dans ces territoires du Nord, la neige, la glace, le froid, les forêts, on l'a dit.
peu d'habitants finalement, j'imagine. Ah bah oui, Des sur la gens- banquise y a pas grand de la monde, mer ouais. de Baffin au large du Groenland, il n'y a pas beaucoup d'habitants, à part les phoques. Je suis toujours fasciné par des gens comme toi qui aiment ces territoires. Qu'est-ce qui vous fascine là-dedans? C'est le côté désert peut-être, non? Le côté Désert, c'est Ouais, le même ouais. concept que le désert Ouais. du sud, hein, c'est le désert blanc, hein, on croit que c'est Immensité. silencieux, calme, mais ça bouge, ça vit. C'est comme les déserts, parce que moi je dis toujours dans les déserts, que ce soit les déserts africains ou australiens, t'as toujours l'impression que t'es tout seul, et tu vois, tu traverses, soit tu roules, soit machin. Et puis quand tu t'arrêtes, il suffit que tu t'arrêtes un quart d'heure, et hop, il y a des gens qui arrivent, mais tu dis, mais en fait, d'où vous sortez? D'où ils sortent. Tu sais, c'est le plus surprenant, c'est dans les pays arabes ou quoi, t'es là, tu marches, et puis tout à coup, il y a 3 gosses qui arrivent, toi t'es là, t'as tout préparé pour arriver, t'as de l'eau, des machins, des lunettes, des trucs, et genre, là, t'es un aventurier, quoi. Puis t'as 3 gamins qui passent avec des cartables. T'as l'air d'un con. C'est un peu le même principe. Il y a toujours quelqu'un, finalement. Il y a toujours quelque chose. Quelque Pas chose. forcément Il y a de la quelqu'un. vie, en tout cas. Il y a toujours de la Il y a vie. toujours de la vie. Ouais, c'est- La vie s'installe partout, comme dirait mon ami Hubert Reeves. La vie sait s'installer partout, à tout moment. Donc il faut... j'ai juste envie de rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure. On parlait de la route, du chemin. L'important n'est pas tant d'arriver que d'aller vers. Ah, bien sûr. Donc la destination, c'est une chose, mais Oh, bah non, le chemin pour y arriver... Alors j'enfonce une porte ouverte, mais... Oui, mais c'est tellement vrai. Le vrai kiff, c'est d'être sur la route après. Bon, on s'en fout. quoi. Voilà, c'est d'y aller, c'est de Ouais. faire le chemin. Bah, bien sûr. Et puis un jour, je rêvais, j'avais monté une entreprise. Hein, après avoir été photographe de pochette de disques de Tina Turner en fait 71. J'ai fait ça, ouais. Tom Jones, Tina Turner, Brassens à une époque. Hein. Après avoir quitté le lycée, j'ai monté une agence photo, je me suis occupé des photographes, j'avais envie de transmettre aussi et puis de m'occuper des autres. Et puis j'avais un rêve qui était parce que je suis un peu curieux de nature, je voulais comprendre comment se formait un iceberg, comment ça arrivait dans l'eau et qu'est-ce que ça devenait. Et toi, quand tu veux comprendre un truc, tu vas pas sur Google, tu vas à l'endroit. Il n'y avait pas trop Google à l'époque. Bah, hein, t'aurais pu prendre une encyclopédie Larousse, regarder 3 photos et comprendre comment on forme un iceberg. je l'avais fait. Ah, d'accord. Mais- je veux voir. Voilà, de visu. Et j'avais surtout un pote qui travaillait chez Terre d'Aventure, qui me dit c'est simple, t'appelles un tel, Jean-Luc, et puis il va te brancher au Groenland sur voilà, un petit bateau, un mec là-bas, et tu vas aller taquiner, flirter avec les glaces. C'était en 92. C'était la révélation. Et là, ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a comme révélation? Ouais. Bon, non, si, c'est ce qu'on disait, c'est le côté désert, non, c'est le côté... La lumière, peut-être Mais tout. Il n'y a pas que la lumière, il n'y a pas que les rencontres, il n'y a pas que le son de la glace qui se fend d'un iceberg qui a quitté 3 ans avant la calotte glaciaire, hein, l'ice cap du Groenland, la plus grande, voilà, qui fait plus de 1000 mètres d'épaisseur, qui fond un peu. C'est un ensemble de choses. Mais je voulais voir cette immensité, cette magnificence, cette force et cette fragilité en même temps, parce que c'est toute la symbolique de l'impermanence et donc de l'humanité. Un iceberg, c'est de la glace, c'est de l'eau douce qui quitte un glacier à un instant T. Et 3 ans après, il va se retrouver dans l'eau, à gratter le fond de l'eau pendant des mois, des millions de tonnes parfois. Et de voir ça se promener délicatement au fil de l'eau et d'un seul coup se fracturer et devenir des milliers de petites particules de glace jusqu'à ce qu'un instant T, encore une fois, il y ait une goutte d'eau. Voilà, c'est la fin de sa vie. Et tout ça dure des années. Des années. Voilà, ils C'est suivent ça, les courants, ils remontent au nord, ils suivent des courants jusqu'au nord du Canada. Après, ils redescendent. En fait, ils sont drivés, managés par les courants. Puis ils fondent petit à petit. Ça dure plusieurs années. Bon, au pire, il y a un bateau qui passe par là en 1907. Et puis, on connaît l'histoire. Mais c'est marrant ce que tu dis sur cette vision de la temporalité, en fait, de l'histoire de l'iceberg qui dure des années, des années. Ouais. Et puis nous, on est juste là, des petites choses rapides, quoi. Ouais. Petites choses. C'est ça. Mais en même temps, on a cette chance. On est petites choses, c'est clair. Hein, mais on est grand en même temps. Parce qu'on a cette force, cette capacité, cette grande chance de pouvoir observer. La conscience. La conscience La d'être. conscience, ouais. C'est Alors ça. c'est vrai que ça chemine après à l'intérieur. Hein. Tu te dis, impermanence, temporalité. Et nous, dans tout ça, c'est pareil. C'est pareil. On a une durée de vie. On n'est pas là pour faire de...
Je vais pas faire de catastrophisme ni rien, mais donc dans tous tes voyages, est-ce que tu as vu la situation évoluer là-haut? Bah ouais. Ouais, Bah oui. Ouais. Tu le vois, enfin, je l'ai vu visuellement, bien sûr, Ouais. physiquement, c'est assez simple. En 95, je suis allé faire des photos pour un copain qui vit là-bas au Groenland et qui avait décidé de construire le plus grand traîneau à chiens du monde pour être dans le livre des records. Donc c'était un peu d'orgueil dans tout ça, mais en même temps, c'était une expérience marrante de construire un truc de 25 mètres de long pour y mettre 156 chiens devant, 25 mushers qui allaient driver tout ça. Bon, ça n'a pas duré longtemps, parce que le truc s'est fracturé. Moi, je me suis pété la figure avec mon appareil photo, avec mon boîtier. Mais un jour, voilà, cette expérience, ça a été vécue. La glace, en 95, elle occupait toute la baie de Disco. C'est le plus gros débiteur d'iceberg de l'hémisphère nord, la baie de Disco. C'est un glacier avec une moraine. Et donc, ces montagnes de glace suivent en plusieurs années, comme je te le disais, parce que le glacier, il travaille. Et donc, il a besoin d'expulser. On dit qu'un glacier vèle. Voilà. ah bon, comme s'il donnait naissance Exactement. à des petits glaciers. À des petits, c'est beau comme des gros expression. icebergs. C'est vrai, on dit ça, ouais, le vélage. Oui, on appelle ça le le vélage. vélage des glaciers. Ouais. C'est marrant. Vélage des icebergs. Dans cette magnifique région qu'est la baie de Disco, c'est impressionnant au plan naturel. T'en prends plein la gueule, quoi, plein les yeux. Tu te nourris, c'est magique. Pour moi. Et pour d'autres. Et bref, tu vois donc quoi? J'ai vu ce truc 10 ans reculer, après. Non, j'ai surtout vu 10 ans après, au même endroit, la banquise avait disparu. C'était du pack, des blocs de glace qui se baladaient dans l'eau, des galettes, ce qu'on appelle les pancakes, des galettes de glace se promenaient au même moment, février, mars, 10 ans après. Et la banquise, à ce moment-là, avait reculé de 300 km au nord. D'accord, donc ça va disparaître? Enfin, oui, c'est ce que tout le monde dit. J'ai pas envie de répondre parce que ça me fait trop de peine, trop de mal. Mais oui, mais regarde, on vient de le dire, eux, ils ont leur temps. Eux, Oui. les glaciers, c'est des millions d'années, donc ils reviendront. ça permet de relativiser aussi Voilà, ce que C'est ce que j'essaie de l'humain- penser face à Ouais. tous ces débats écologiques. Je me dis, de toute façon, elle s'en sortira. Quoi, La Terre a aussi son ouais. histoire. Mais oui. Et c'est quelque part aussi orgueilleux de vouloir la commander et de décider. Donc, elle a perdu 30% de sa surface, la banquise de l'Arctique. Donc, c'est beaucoup. Et il y a un cercle vicieux du fait que, avec le réchauffement, la banquise, pérenne, qui est protégée par la glace de surface, est moins protégée, donc elle fond. Et voilà, ce cercle vicieux fait que 30% en 30 ans, c'est énorme. Un dernier mot sur comment les gens là-bas vivent cette situation. Ils s'adaptent, Ouais. ils ont conscience, en plus. Les médias, à juste titre, sont là pour informer, mais ils s'adaptent. Les chasseurs sont devenus pêcheurs, les pêcheurs sont toujours pêcheurs. Voilà, il y a une Mais adaptation. ils ont une conscience de la disparition d'un monde. Tout à fait. Ouais. Ouais, en même temps qu'il y a une disparition aussi. Parce que eux nous on le voit pas encore, nous ici en France ou dans des pays tempérés, on le voit pas, on le ressent pas vraiment. On est là, on se dit tiens c'est marrant, il pleut au mois de mai, machin. Mais bon, voilà. Parce que là-bas, comme tu dis, ils changent de métier. Donc c'est tangible. C'est tangible, c'est le quotidien. Donc il y a un certain nombre de sujets, des sujets sensibles là-bas. C'en est un. Il y en a d'autres. On va pas aborder le problème de l'humain, de la tradition, la disparition de la culture, parce qu'il faudrait beaucoup de temps pour exprimer tout ça et raconter. Ce qui est important là-bas, c'est de partager, c'est d'écouter la vie des gens, voilà, et puis de rapporter après des expériences, de vie. Donc ils s'adaptent, et puis la société s'adapte, pas toujours dans le bon sens, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre les tankers et le commerce qui va s'installer là-haut dans le passage du Nord-Ouest, qui est libre maintenant d'eau une partie de l'année. Oui, il y a des tas de gens qui voient ça comme une excellente nouvelle, puisque ça fait un nouveau passage pour les... Voilà, donc je serais les tenté de transports faire un marchandises. gros kiss bang bang pour aller chercher du pognon chez tous les fabricants, les producteurs, les transporteurs qui vont économiser en ne passant plus par le canal de Suez ou le canal de Panama, et pour demander une quote-part à tous les pays limitrophes pour la protection des écosystèmes dans la région. Ce qui n'est pas idiot. Mais bon, ça va pas être facile de les convaincre. Mais c'est pas idiot. pas facile, mais ça travaille. Juste un mot, je pense, parce que tu es photographe, donc on l'a dit, pour voir ton travail. Tu as un site, j'imagine? Bien sûr, j'ai un site. J'ai eu la chance d'être choisi par le Sénat il y a 3 ans et d'exposer sur les grilles du Luxembourg. Ah, c'est toi? C'était moi il y a 3 ans. D'accord. Ouais. Les glaces, les bêtes, les hommes. Et
Voilà, c'est un livre a suivi, L'Appel du froid. Un prochain arrive à la rentrée qui est entièrement dédié à Nanook. Nanook, c'est cet animal mythique, hein, l'ours polaire. D'accord. Voilà, donc il arrive à la rentrée. Et voilà, et je m'oriente maintenant de plus en plus vers l'humain parce que j'ai fait un peu le tour. Depuis 26 ans que je photographie Nanook, voilà, je retourne aux sources de ma famille paternelle et de mes racines, hein, l'Est, le nomadisme. Et puis c'est la vie de ces gens qui me rafraîchit finalement, pas seulement physiquement, mais qui me rafraîchit l'esprit, qui me permet de garder qui nous permet de garder une distance avec cette société dans laquelle on est quand même bien impliqué, bien installé. Stéphane, tu mettras les liens, bien sûr, avec le site de Michel. Est-ce que... Oui, vas-y, Stéphane. Mais si, vas-y. Non, mais tout sera sur le site. Tout. Tout. Absolument tout. Guillaume est là ? Allô, Guillaume ? Guillaume une fois, Guillaume deux fois. T'as toujours du mal à trouver le bouton du téléphone, toi. À chaque fois, même petit post-it, je sais pas, avec marqué téléphone dessus. Guillaume ? Ah, ça y est, ça arrive. Il y a plein d'échos, là, je sais pas ce qu'il fait. Guillaume ? Oui, Voilà. moi je t'entends super bien. Eh ben, ça y est, t'arrives. Comment ça va ? Bah oui, super. T'es à Taïwan ? Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, C'était quand la dernière fois ? Qu'est-ce que tu faisais ? ça devait être en 2014. Oula. On a vieilli, cher ami, hein, t'as vu ? Mais oui. Et Et qu'est-ce que la tu faisais ? première fois qu'on s'est parlé, c'était pendant l'émission spéciale Fin du Monde. Ah oui, j'aimais bien Dans les celle-là. On studios. s'était bien marré au Move. Ça, c'était bien chouette. Ouais. On avait fait une nuit de la fin du monde. Enfin bon, c'était bien marré. Et le tour du monde des geeks, c'était toi ? C'est ça. C'est fini, ça ? Bah ouais, du coup, j'ai fini le tour quand même. Ça m'a pris 2 ans et demi, mais je suis rentré. Le gars, quand même, Et je suis reparti. il a quand même voyagé 2 ans et demi pour aller dans les endroits geeks. Alors, bon, ça veut dire quoi, les endroits geeks ? Rappelle-nous. Alors, l'idée, c'était de visiter les endroits en lien avec la culture geek. Donc, tout ce qui concerne la technologie, mais aussi les films de super-héros, les films de science-fiction, voilà, ce genre de choses, la science, la technologie au sens large. Bah, grosso modo, il est allé à la Silicon Valley et en Tunisie pour voir les décors de Star Wars. Je résume ? Guillaume. Oui, Je résume, mais c'est un peu ça. C'est Ouais, c'est de Star Wars exactement en ça. Tunisie à la Californie, quoi. c'est ça. Et alors, Il y a beaucoup de choses à voir. et t'as tout vu, t'as tout fait. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu t'es arrêté à Taïwan ? T'as rencontré une fille ? Alors, en fait, je me suis pas arrêté à Taïwan. En fait, j'ai continué, je suis passé par Taïwan. J'ai bien aimé le pays, mais ni plus ni moins que les autres, en fait. Et c'est plutôt plus tard, en fait, j'ai eu un déclic pendant que j'étais en Birmanie, où je me suis dit que quand j'étais en train de préparer la suite de mon voyage, en fait, j'ai ressenti que ça me faisait plaisir finalement de savoir que 6 mois plus tard, j'allais être en Europe. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à réfléchir à l'après tour du monde. Et je me suis dit que plutôt que de traverser les pays, ce serait intéressant comme expérience d'habiter dans un pays, voir comment c'est d'être expatrié au sens premier du terme. Et donc, j'ai fini mon voyage, je suis rentré en France et puis j'ai commencé à préparer une autre aventure. Et donc, dans la globalité de ce qui était disponible dans le monde, eh bien, j'ai pris Taïwan parce que pourquoi pas. Donc tu te balades autour du monde pour voir des choses que t'aimes bien. Après tu reviens, puis tu dis que je repars. Donc t'es quelqu'un de complètement libre. Tu fais ce que tu veux. Guillaume. Et Alors puis, là, moi, pour le coup, c'est moi qui ai du mal à t'entendre. là, du coup, t'es quelqu'un qui est complètement libre. Tu fais ce que tu veux. Tu te dis, tiens, je vais faire Oui, expat je à suis- Taïwan et tu fais expat à Taïwan. Ouais, c'est ça. Ouais. Quel est le prix à payer pour cette liberté ? Honnêtement, pas très élevé, hein. Je parle pas d'argent, je parle dans ta vie de tous les jours. Est-ce qu'il y a un truc Non, mais
Je suis d'accord, hein. Non, mais je te dis, hein, c'est pas très élevé. Enfin, déjà, en plus, après mon tour du monde, en fait, avant mon tour du monde, j'avais quitté mon appart, j'avais vendu ma voiture, j'avais quitté mon boulot, j'avais dit au revoir à mes amis et à ma famille. Donc, je suis rentré en France, j'y ai passé 1 an, mais en fait, j'ai pas redémarré ma vie, en fait. Je savais que j'allais repartir, donc j'ai pas reloué d'appart, j'ai pas racheté de voiture, j'ai pas vraiment repris de vrai boulot. Euh, j'ai repris contact avec mes amis, mais il y a un truc qui s'était cassé entre-temps. Et puis ma famille, quand je leur ai dit, avant de revenir même, je leur ai dit, de toute façon, je reviens, mais je repars. Donc le prix à payer, il est relativement léger. Il y en a pas donc pour toi. Moi, c'est ça. Le premier pas qui coûte, c'est celui de départ en voyage la première fois, mais après les autres, Un jour, ils coûtent plus rien. Un jour, j'avais discuté avec un auditeur comme ça qui se balade comme un backpacker depuis 30 ans. Tu sais, le gars qui. 20 ans ou 30 ans, je sais plus. Enfin, beaucoup. Le gars qui est parti pour une petite balade de 6 mois puis qui est jamais rentré. Et donc, qui vit en vacances, en fait, vraiment comme un backpacker depuis 30 ans. Il a ses backpacks en Thaïlande, ses trucs en Argentine, en fonction des saisons, tout ça. Enfin, une espèce de vie avec très peu d'argent. Et quand je lui ai demandé, mais c'est quoi le prix de tout ça, lui, il m'a dit, c'est la solitude. Parce que mine de rien, bah oui, pas de famille, pas d'amis, je connais énormément de gens dans le monde, mais je ne bâtis rien autour de tout ça. Mais je suis entièrement libre. Est-ce que tu ressens ça déjà ou pas? Non, a priori. Là, en fait, si tu veux, non, parce que en fait, maintenant que j'habite à Taïwan, j'ai ma vie ici, avec mes amis ici, enfin, la solitude, je l'ai déjà pas trop ressenti pendant mon tour du monde. Mais ici, je la ressens moins encore. En fait, c'était un peu difficile au tout début parce que je trouvais que mon cercle d'amis proches, il était quand même très très restreint. Il est encore plus restreint qu'en France, hein, j'avoue, mais pas suffisamment pour ressentir la solitude, non. C'est comment la vie à Taïwan? Alors en 2 mots, hein, on va pas faire un exposé sur Taïwan. Comment est-ce qu'on imagine ça, nous? Une espèce de truc très techno, non? Très moderne, au large. Ouais, non, alors Ouais. en fait, c'est un peu fini le Made in Taiwan à tout va. C'était le miracle économique des années 80-90. Il s'est terminé depuis plusieurs décennies déjà. En fait, Taïwan, pour résumer en quelques mots, c'est 40% de Chine, 30% de Japon et le reste de culture occidentale. Voilà. Ça, oui. C'est en fait la culture chinoise avec des habitants qui ont une attitude beaucoup plus proche des Japonais, mais une ouverture d'esprit qui est beaucoup plus proche de celle qu'on aurait en Occident. Tu vois, pour preuve, c'est le premier pays d'Asie qui vient d'autoriser qui vient de légaliser le mariage gay. Oui, j'ai vu ça. Il y a 3 jours. Voilà. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Oui, c'est effectivement, d'accord. Donc, tu es assez à l'aise là-bas? Tu te sens bien? Alors, en fait, je ne l'ai pas choisi complètement au hasard, Taïwan, hein, mais dans tous les pays d'Asie dans lesquels je suis allé, c'est celui où je me sens le mieux. Parce que c'est le pays où on me regarde le moins. Ah, c'est un de ces rares endroits dans le monde où tu passes un peu inaperçu, quelle que soit ton origine. Ouais, c'est ça. En fait, t'as d'autres pays en Asie où tu passes un peu inaperçu, mais pas pour les mêmes raisons. Par exemple, si tu vas à Bali ou en Thaïlande, comme ils voient tellement de touristes, en fait, ils voient un blanc passer, bon, bah, c'est un touriste, quoi. Oui, mais tu passes pas inaperçu. Quand t'es en Chine. Tu restes, Ouais, quand même, c'est ça, tu restes quand même le grand gars blanc avec son sac. Bon, c'est écrit dessus. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, ils te voient passer, mais ils interagissent pas avec toi, ni en bien ni en mal, quoi. Enfin, sauf pour éventuellement te vendre des trucs, mais quand tu vas au Japon, par exemple, tu te sens très mis à l'écart. Les Japonais viennent pas t'approcher, ils s'assoient pas à côté de toi dans le train. Enfin, c'est un peu désagréable. En Corée, c'est le contraire. Ils viennent te voir, ils veulent t'aider et puis ils te font des compliments. Alors que c'est un peu bizarre, quoi. Quand tu vas en Chine,
ils crient la Hawaï dans la rue, ça veut dire étranger, étranger. Ils te félicitent sur ta barbe ou des trucs comme ça. Quand tu es à Java, ils te demandent sans arrêt s'ils peuvent te prendre en photo. Voilà. À Taïwan, il n'y a rien de tout ça, quoi. Les seuls qui te regardent éventuellement, c'est les petits-enfants à la campagne. Mais voilà. C'est le côté cité internationale, en fait. Tu te retrouves un peu comme, j'exagère, enfin, la comparaison vaut pas sans doute, mais un petit peu comme à New York ou dans des grands endroits cosmopolites comme ça. Eh bien, alors je dirais non, en fait. Ah bon, enfin, en tout cas, c'est pas pour les mêmes raisons, parce que quand tu considères les étrangers qui habitent à Taïwan, enfin, si tu prends le pays entier, c'est 23 millions de personnes, il y a 10 000 Français. Si tu compares avec juste Shanghai, il y a 55 000 Français à Shanghai. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de Blancs à Taïwan. Donc c'est plus une histoire d'ouverture culturelle de la part des Taïwanais qui t'assimilent assez vite finalement, que tu viens, t'es là, bon bah tu bosses, t'es comme tout le monde, quoi. C'est ça, et puis je pense que ils ont pas de problème de visa comme d'autres pays, donc et puis il y a eu ce gros boom économique dans les années 80-90, donc ils ont été les premiers finalement à voyager beaucoup, et puis ils ont pas cette culture ancestrale, parce que c'est pas un vieux pays en fait. Donc il n'y a pas des centaines d'années d'histoire qui poussent à la fermeture, comme pourrait l'avoir le Japon par exemple. Oui, puis alors si on fait un peu d'histoire, ils ont été obligés de s'ouvrir, puisqu'il faut rappeler que Taïwan, c'est des Chinois qui ont fui Mao et qui sont installés là-bas à Taïwan. Donc ils ont forcément été ouverts pendant toutes les années de la guerre froide vers l'Occident, vers les États-Unis, etc. M'entends plus ? Ouais, c'est ça, ils ont été. L'histoire de Taïwan est vraiment très très unique et relativement difficile à comprendre pour nous occidentaux, parce qu'on n'a pas les mêmes questions de principe surtout. Mais la géopolitique à Taïwan, passée et actuelle, est au centre de toutes les discussions à longueur de temps, évidemment, et notamment les rapports avec la Chine. Sachant qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant aussi, c'est comparer la vision que Taïwan a du Japon avec la vision que la Corée a du Japon pour les mêmes motifs. Parce que le Japon a, avant la Seconde Guerre mondiale, envahi, colonisé, ou je ne sais pas comment on dit, énormément d'endroits. Et en fait, Taïwan a la vision du Japon que nous, on pourrait avoir de l'Empire romain. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire, avant, on n'avait rien. Les Romains sont arrivés, ils ont construit les routes, ils ont développé le pays, et du coup, c'est grâce à eux, finalement, qu'on a réussi à se développer. Taïwan a ce même ressenti vis-à-vis du Japon. La Corée a le ressenti complètement contraire, puisque dans l'idée de la Corée, la Corée était en complète explosion, en complète croissance. Le Japon est arrivé et a arrêté net la croissance coréenne et a détruit le pays, et il a fallu reconstruire à partir de rien une fois que le Japon est parti. Guillaume, on va s'arrêter là sur l'histoire du Japon, de Taïwan, tout ça. En tout cas, merci beaucoup d'être passé nous voir. Bonne continue. Tu restes combien de temps à Taïwan, tu penses ? T'as une idée ou... Je n'ai pas prévu de partir. Bon, il est bien là-bas. Eh ben, merci beaucoup, Guillaume. À très bientôt. Et une prochaine, on se rappelle. Tu fais des sons là-bas, t'enregistres des trucs ou pas ? Probablement. Ah ben voilà, tu les envoies à Stéphane pour les mettre sur la radio. On est en discussion déjà. Ah, il est en train de... Stéphane, tu t'en occupes. Merci beaucoup, Guillaume. À la prochaine. Ciao. De rien. À plus. Bye. Cindy, dans un instant. Stéphane, tu l'appelles pour tout à l'heure ? Oui, après, jamais, laisse-moi faire. Je te dis juste de Sandy après. Jérôme, l'Argentine, donc. Oui. C'est quoi ? C'est comment ? C'est bien ? Pourquoi ? 3 questions en même temps. Ouais, ça fait beaucoup de questions, mais je vais répondre les unes après les autres. C'est quoi ? C'est un super pays qui est... Pardon. C'est un super pays qui est 5 fois plus grand que la France. Enfin, 5 fois et demi même. Oui, mais tout en longueur. Ouais, mais... Non, c'est le Chili qui est le plus en longueur encore. Hein. Ouais, il est un peu moins large, le Chili. Mais c'est une autre
une autre manière d'aborder la distance. Parce que quand on fait par exemple Buenos Aires ou Ushuaia, c'est soit 3h30 d'avion, soit 48 heures de bus. Et les gens voyagent beaucoup en bus, parce que là-bas, il n'y a plus de train. Parce que tout ce qui est réseau ferroviaire, ça a été privatisé, et donc maintenant, il n'y en a plus. Et pour nous, petits Européens, quand on voyage pour la première fois hors de l'Europe, c'est... Ouais, on se prend ça dans la tête, quoi. Oui, on n'imagine pas, mais c'est un peu les clichés de ça. C'est les États-Unis, c'est l'Australie. Ouais. L'Australie, surtout, avec ses routes de 3000 bornes, là, quand tu fais de nord au sud, là, c'est magnifique. Donc c'est ça, c'est des paysages qui n'en finissent plus, comme ça. Ouais, parce que moi, je me souviens, mon premier grand voyage en bus, c'était Ushuaia, El Calafate. On parlait de glace tout à l'heure. El Calafate, c'est le Perito Moreno. C'est quoi ? C'est un glacier, en fait. C'est un des glaciers les plus connus d'Argentine. Et puis, c'est immense. On est presque en contact avec la glace, parce qu'on peut même monter dessus quand la saison le permet. Mais c'est les bruits du glacier, c'est tout ça. Et puis, pour y aller, on prend le bus, parce que c'est plus long, mais on voit plus de choses. Et puis on prend le bus et puis on fait 20 heures de bus. On part à 5 heures du matin, on arrive à c'est long, ça. Mais c'est long, mais d'un autre côté... Moi, je prends plus le bus. Mais d'un autre côté... Non, c'est fini. Vous m'aurez pu... J'ai fait des trucs en bus. Une fois, le dernier que j'ai fait, c'était en Inde, un truc Bombay, Goa, avec une hépatite. Et à côté de moi, enfin dans moi. Et après, je suis sorti de là, je dis bon, c'est fini les bus, j'en peux plus, quoi. Ces trucs qui durent 20 heures. Au Mexique, j'en ai fait un aussi. Mexico, Chihuahua, là. Mais tu pars en fin d'après-midi, t'as toute la nuit, et puis toute la matinée, puis t'arrives en fin d'après-midi le lendemain, mais tu sors de là. Ce qui est drôle, c'est que tu te surprends à penser. Bon, mon dernier voyage, c'est Corrientes, les chutes d'Iguassou. Alors, les chutes d'Iguassou, c'est juste l'extase, c'est vraiment fantastique. Et ça fait seulement 10 heures. Et tu dis, ça va, ça fait seulement 10 heures. Et après, tu réfléchis, mais tu dis seulement 10 heures. Mais bon, c'est ça. Non, mais le bus, quand même, c'est dur. Même si maintenant, il y a des petites télés, des machins. Mais bon, ouais, mais ils sont super confortables. Et puis, là, tu laisses ton esprit s'en aller un petit peu. Puis, tu te demandes comment ils vivent les gens. Comment ils vivent les gens dans cette petite maison que tu vois quelque part. Mais tu sauras jamais parce que tu passes juste devant. À propos de comment vivent les gens, t'as une phrase tout à l'heure, tu t'es pas rendu compte, t'as dit ils ont privatisé, donc il n'y en a plus. Bon, le message est passé auprès de tout le monde qui privatise tout. Justement, l'Argentine, alors on va appeler ton ami là-bas dans un instant, mais il y a quand même une histoire particulière en Argentine. De ce que moi je connais pas du tout, mais avec toutes ces années dans la planète, j'ai eu beaucoup d'auditeurs d'Argentine qui me racontaient ce truc. Les Argentins vivent dans une espèce de crise économique permanente. Ils ont même dû à un moment ils sont revenus au troc, il y avait plus, la monnaie valait plus rien, etc. Ils ont passé des histoires absolument incroyables. Oui, parce que et ils auraient, enfin c'est ce qu'on m'a dit, ils développent aujourd'hui cette espèce d'esprit fataliste. Demain est un autre jour, qui entraîne une façon de vivre assez joyeuse finalement. C'est ce qu'on m'a dit. Ouais, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que moi je me souviens avoir vu aux infos, comme tout le monde, la crise en 2001. Et puis, c'est juste une info qui passe. Et puis après, on discute avec quelqu'un justement à Puerto Iguaçu qui me dit moi j'ai tout perdu. Pas parce que j'avais pas d'argent, mais j'ai tout perdu parce que les banques étaient parties et je pouvais plus rembourser ma voiture. Et donc, on m'a pris ma voiture et j'étais obligé d'aller au Brésil, de refaire ma vie, puis de revenir après. Mais quand c'est quelqu'un qui nous raconte, c'est quand même beaucoup plus impactant. Tout à coup, t'es dans le réel, quoi. Exactement. Tu t'imagines toi-même, tout à coup, tu vas à la banque et on te dit non, c'est fini, il n'y a plus vos sous, voilà, démerdez-vous. C'est donc, ça. Tu peux plus payer ton loyer, ton crédit, machin, donc vous partez. C'est ça qui leur est arrivé. C'est ça. Et c'est toujours pas vraiment redressé. Mais non, parce qu'en ce moment, il y a eu donc il y a quelques années le nouveau président qui est plutôt bien libéral. Et puis il y a eu toute cette époque où il y avait l'ancienne présidente qui était plutôt pour aider les gens, mais c'est pareil, on arrivait à des soupçons de corruption, on arrivait à la fin d'un cycle. Donc les Argentins se sont mis à y croire à autre chose, à croire qu'on allait développer le pays. Puis finalement, c'est très très libéral. Et puis le peso argentin, il vaut plus rien. Et puis comment ça se ressent dans la vie de tous les jours quand on est là-bas, cet esprit
comment dirais-je, un peu m'en foutiste, un peu demain est un autre jour, un peu Inch'Allah, un peu. Non, c'est pas vraiment ça. Je pense que c'est. Je suis pas resté très très longtemps à Buenos Aires à chaque fois, mais c'est plus se recentrer un peu sur l'essentiel. Se recentrer sur l'essentiel. Alors il y a des gens qui ont créé des choses quand même. Il y a des gens qui. J'étais dans une chambre d'hôte dans la Cordillère. Et puis, donc c'était un Français qui avait créé sa chambre d'hôte juste au milieu de rien, avec la montagne, le Rio Grande. Et puis il avait fait pousser ses légumes. Et puis voilà. Et puis il était marié avec une Argentine. Et puis ils avaient quand même créé quelque chose. Mais à côté, on peut voir dans les petits villages un peu plus loin, du côté de Humahuaca ou tous ces endroits-là, des gens qui, je ne sais pas trop de quoi ils vivent, sûrement de l'agriculture, sûrement. Et j'avais croisé quelqu'un qui descendait justement d'un endroit assez sympa dans les montagnes, et puis je l'ai pris en voiture. Alors je me suis dit, on va pouvoir discuter un peu. Et finalement, on n'a pas discuté beaucoup parce que je sais pas, on avait une trop grande différence de culture sans doute. Mais il m'expliquait que toutes les fins de semaine, en fait, il devait revenir à pied sous la chaleur. Et puis pour aller de l'école où il travaillait jusqu'à son village. Et puis voilà, il faisait quand même sa vie, il avait sa famille. Et puis et puis dans la ville, dans les villes, les gens se débrouillent. Il y a une espèce de solidarité aussi entre les gens. Voilà. Tu voulais nous présenter une amie à toi, qu'on va appeler, qui est en Argentine, Marina, c'est ça ? Mariana. Pardon, allô Mariana, bonjour. Mariana. Ça sonne bien, ça résonne en tout cas. Mariana, une fois. Mariana. Explique-nous un peu ce que fait Mariana, le temps que Stéphane le retrouve. Arrête les trucs qui font des bruits bizarres. Mariana, en fait, c'est à la base une amie d'une amie qui est à San Rafael. Donc San Rafael, c'est dans une région qui est plutôt une région de vignobles. Et puis, donc elle est architecte. Et justement, elle fait un projet solidaire pour pouvoir aider justement ces femmes qui n'ont pas la possibilité justement d'avoir un salaire, d'avoir une vie décente, et juste à construire leur maison. Et donc elle fait des ateliers de construction. Et son projet s'appelle Patio communautaire. Et ah oui, elle est architecte, elle apprend aux gens à construire eux-mêmes leur maison. Exactement. Ouais. Puis Stéphane, tu peux pas arrêter l'écho là, s'il te plaît, parce que voilà, merci. Ouais. Et puis ils ont développé en fait beaucoup d'ateliers. Et ils sont au début du projet, donc ils sont vraiment au début du projet, mais vraiment le projet c'est ça, début, c'est de faire des ateliers pour que les femmes, parce que c'est plutôt aussi un projet social, c'est des ateliers de plomberie, des ateliers de construction, enfin tout ce qui peut permettre d'avoir une maison et d'avoir les moyens de l'avoir en fait. La prochaine fois, ce sera la prochaine fois, Mariana, c'est pas grave. Merci beaucoup à vous tous. On va arrêter là. Ça y est, on avait dit 1 heure, ça fait 1 heure. Est-ce qu'on peut quand même donner peut-être sa page Facebook Mais on va tout donner, on va tout écrire sur le site. C'est fantastique. T'inquiète pas. Et puis on la rappellera dans les émissions. Ouais. T'inquiète. On débute, on commence. D'accord. Je vous rappelle qu'on est là autour de cette table aujourd'hui avec vous qui êtes passés, qui êtes un peu partout dans le monde. C'est aussi pour aider le camarade Stéphane qui porte. Moi, je n'y suis plus pour rien maintenant dans cette histoire d'Allo la planète. Stéphane porte le projet Allo la planète sur ses chétives épaules. Quoique, non, enfin sur ses épaules. Et donc voilà, le truc, c'est qu'il y a ce Kiss Bang Bang qui est en route. Il faut un petit 5 €, 10 € pour permettre à Stéphane d'obtenir les 8 000 € nécessaires pour tenir 2 ans comme ça. Et on s'est dit qu'en 2 ans, on trouverait bien un moyen, je ne sais pas encore lequel. Je vais trouver, ça c'est ma partie, comment financer et pérenniser une web radio ouverte à tous les gens qui sont ouverts au monde. Voilà, c'est joli ce que je viens de dire, mais c'est un peu ça l'idée. Oui, Michel. Je voudrais juste te dire que j'ai joué pour la première fois de ma vie dans le bureau de tabac qui est en face de chez moi. Ouais. 10 € parce que la cagnotte est à 24 millions, je sais pas quoi, j'ai vu une pub. Voilà, elle m'a parlé de fête des mères, elle m'a dit... et je dis, si j'ai jamais joué, comment on fait ? Elle m'a dit, mais je vais le faire. Donc j'ai pris 5 grilles. Ah, voilà. Donc
hein, à On dire, sait jamais. On sait jamais. C'est une idée. Peut-être qu'on va pouvoir, avec ça, 20 millions d'euros, tu vois, passer à la vraie vitesse supérieure. Non, mais ça peut marcher. Traînant moi-même en ce moment beaucoup dans le milieu du podcast et de la web radio, je peux vous dire que les sous commencent à arriver et que peut-être on en arrivera à faire quelque chose. Oui, Stéphane. Oula, il va faire le discours. Je vous ai compris. Non, bah tu as tout dit. Je rajoute rien d'autre. C'est juste que il est un peu timide, Eric, mais il n'ose pas rentrer dans le projet. Il a beaucoup de taf, mais il y rentre. Et Il m'attire. Oui. Moi, j'ai dit, non, moi je parraine, je dis Ouais, d'accord, mais je m'en mêle plus. il est quand même dans le projet. Enfin, je tiens quand même à le souligner, même si tu. C'est à vous de le prendre. Vous tous, là, prenez Allô la planète et faites-en quelque chose. Oui, mais on le prendra avec toi. Allô, la planète n'est rien sans toi. C'est beau, hein. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Les podcasts de Cécile, donc diffusés sur la radio la semaine prochaine. c'est ça que Oui, t'as dit oui, ça continue. Et puis continue, Cécile, voyage et raconte-nous et dis-nous. Et puis voilà, tiens-nous au courant. Michel, les photos, tout ça, tu continues pareil. Et puis tu nous tiens au courant et tu nous racontes tes voyages dès que t'en as un. Tu fais des photos, tu fais pas de son, toi. De temps en temps, j'enregistre le cri d'un loup. Ben voilà, le cri d'un loup. Ou on un aime grognement, donc qui est un peu. Non, bon, enfin, je rigole. J'ai Mais un petit peu de. si à l'occasion, voilà, tu te dis, Ouais. tiens, je vais enregistrer Ouais. le son Tu m'as dit tout à l'heure qu'on entendait le craquement des icebergs. Bien sûr. Ben voilà. Si tu pouvais m'enregistrer un jour le Je vais essayer craquement de d'un faire un iceberg. mix entre le craquement des icebergs et le chant des cygnes chanteurs du lac Kucharo au Japon. Ça nous va. Ça peut être intéressant. Ça nous va, Stéphane. C'est une technique mixte qui, voilà. Les cygnes et les icebergs. Et Jérôme, tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais juste dire que partez en Argentine. Et Voilà. vous n'êtes pas obligé d'y rester, mais partez-y, quoi. Allez en Argentine, enfin, les gars. Et allez découvrir la Buena Onda Argentina. C'est quoi ça? C'est un truc qui est intraduisible. Vraiment, littéralement, c'est les bonnes vibrations que dégagent les Argentins. A priori, il est complètement marqué. T'as vu, dès qu'il se met à parler de l'Argentine, on a l'impression qu'il a un trip et un espèce de shoot. Mais parce que vous verrez quand vous irez. D'accord. Merci Jérôme, Michel, Cécile, merci beaucoup. Merci à qui est passé. Il y a Guillaume, Mathieu. On voulait avoir Sandy, ce sera la prochaine fois. Luc et Lucina, ce sera la prochaine fois aussi. Merci à vous tous. N'oubliez pas le Kiss Kiss Bang Bang d'Allô la planète. À la prochaine. Ciao tutti. Allô la planète, c'est vous qui racontez vos voyages, vos expériences, vos envies, vos histoires. N'hésitez pas, c'est là pour ça. Allolaplanète.fr, c'est Allô la planète avec vous 24h sur 24.